Eh bien, bonjour à tous, et merci de m'accueillir là, et surtout vraiment un grand merci à Emmanuel, parce que je suis ravi, honoré et fier d'intervenir dans cet endroit mythique qu'est le Collège de France, sur une problématique qui me tient à cœur depuis tout petit, parce que contrairement à toute la ribambelle de super présentateurs que vous avez vus, moi je ne suis pas allé à la fac très longtemps, enfin je ne suis pas allé d'ailleurs, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors ça ne m'empêche pas d'intervenir dans des universités plus classique aujourd'hui, mais voilà, je suis du coup, je trouve que c'est une forme d'aboutissement de mon combat qui a débuté adolescent et qui se poursuit aujourd'hui au travers de cette association qui aujourd'hui compte près de 25 salariés et qui a 23 ans cette année. Voilà, alors donc j'ai un programme qui consiste à vous parler des mesures que chacun peut mettre en œuvre dans son jardin ou dans tout espace de nature auquel on a accès, parce que finalement, la plupart des choses ont déjà été dites au cours de ces 8 cours et séminaires, et c'est finalement un petit peu une synthèse de ces propositions, de ces préconisations qui ont été faites, et qui finalement relèvent plutôt du bon sens. Et je retiens ce que vient de dire Emmanuel. Oui, pendant les 2 derniers millions d'années où l'homme était sur Terre, l'impact probablement, comme les autres espèces, a été présent. C'est vrai que la sédentarisation de l'humain il y a 10 000 ans a modifié les choses, et puis c'est vrai que depuis 150 ans, la révolution industrielle et le sortir de la guerre avec l'arrivée de la chimie et de la mécanique à outrance, la Seconde Guerre mondiale, a largement modifié les choses. Avant, ça se passait pas trop mal, il semblerait, malgré les 5 grandes crises qu'il y a eu dans l'histoire de la nature, et qui sont des crises tout à fait naturelles, dues au changement de climat, à différents changements qu'il y a eu dans la biologie des espèces, et les impacts qui ont pu être violents, notamment la première, qui a détruit 90% des formes vivantes, où la vie est quasiment recommencée à zéro, et la dernière que vous connaissez, enfin la dernière avant celle qu'on est en train de vivre, qui a détruit la majorité des grandes espèces de reptiles, notamment les dinosaures, mais pas que. Et pour autant, les insectes, on pense que la majorité des familles n'ont pas été touchées et que la plupart sont restées vivantes. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes impacts qu'on mesure au regard de l'histoire et au regard de l'activité prégnante de l'humain sur Terre. Donc je vais vous parler très rapidement, mais des choses ont déjà été dites, mais c'est nécessaire, enseigner c'est répéter, c'est nécessaire de se rappeler que c'est nous les responsables et que finalement c'est pas si vieux que ça, c'est alarmant. Alors, mais qu'est-ce qu'on est arrivé à faire, comment on en est arrivé là? Après, rapidement, des petits rappels sur les pollinisateurs, même si là aussi ça a été vu au travers de différents cours, de quoi on parle, de qui on parle, si on veut les personnaliser un petit peu plus, et surtout de quoi ils ont besoin. Parce que si on veut favoriser les pollinisateurs, il faudrait peut-être savoir qui ils sont, quelle diversité ils représentent et quels besoins ils englobent. Et puis je terminerai évidemment par des mesures concrètes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en tant que citoyen, en tant qu'aménageur, en tant qu'élu, en tant que journaliste, en tant que professeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant que... Bref, chacun d'entre nous peut, peut-être doit, faire quelque chose aujourd'hui, parce que la crise est violente. Et pourquoi ? Parce qu'on pourrait se demander finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de toute cette biodiversité ? Et il s'avère que cette foultitude d'organismes, probablement 8, 10, 20, 100 millions, en réalité on n'en sait rien, on en connaît 2 400 000 aujourd'hui, mais on n'en sait rien, combien d'espèces il y a sur Terre, remplissent des fonctionnalités, c'est-à-dire la biodiversité, ce n'est pas qu'une liste d'espèces à la Prévert, c'est effectivement des champignons, des protozoaires, des animaux, des bactéries, des plantes, très bien, c'est une liste d'espèces, mais c'est avant tout les gènes qui sont dans leurs cellules et qui sont le moteur de l'évolution et le moteur de l'adaptation. Et c'est aussi la diversité des écosystèmes et in fine, transversalement, c'est l'action des organismes sous l'effet de leurs gènes dans les écosystèmes et ça produit des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, c'est ce qu'on appelle des services écosystémiques quand on regarde ce qu'elles nous rendent comme service directement. Donc l'effondrement du vivant, ce n'est pas la disparition de quelques espèces rares de champignons, de papillons ou d'oiseaux. C'est la perte de la capacité de la nature à évoluer, c'est la perte de la diversité des écosystèmes, et c'est in fine la perte des services écosystémiques. Et vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même plutôt prégnants, parce que sans plantes, sans organismes photosynthétiques, on n'est pas capable de respirer. Alors je peux prendre cet exemple qui est évidemment assez facile,
Nous, on parle aujourd'hui plutôt de pollinisation, qui est aussi une fonction extrêmement prégnante. Et vous voyez que l'ONU, enfin la FAO, le service pour l'agriculture et l'alimentation de l'ONU, a classé de façon très normative ces services en services d'approvisionnement, services de régulation, services d'appui et des services culturels qui sont anthropocentrés, parce que là aussi, comme ça a été dit, de la quantité et de la qualité de nature qu'on côtoie, notamment entre 5 et 15 ans, dépendent toutes les relations qu'on aura toute notre vie avec la nature. Je vous rappelle que je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc c'est quelque chose qui me prend vraiment à cœur. Et donc cette pollinisation est un service de régulation indispensable, puisque comme ça a été évoqué, l'essentiel des plantes se reproduisent, ou en tout cas c'est un préalable à la reproduction, le transport, le rassemblement. Les plantes végètent, elles ne bougent pas, contrairement aux animaux qui sont animés, où le mâle court après la femelle. C'est un petit peu différent chez les plantes, bien sûr, il y a des plantes qui roulent dans les westerns américains, mais c'est quand même des cas assez particuliers. Et donc l'essentiel des plantes sauvages, peut-être 9 sur 10, donc, sont là parce que des insectes se sont baladés sur les fleurs la génération précédente. Ça veut dire que si on supprime les pollinisateurs, on supprime potentiellement 9 plantes sur 10 avec des différences, puisque toutes n'ont pas la même dépendance à la pollinisation, et c'est près des 2 tiers ou des 3 quarts de l'alimentation. Mais il y a aussi beaucoup d'autres rôles qui sont remplis par les insectes, évidemment, des rôles de recyclage, de régulation, notamment de régulation des animaux qui consomment les mêmes choses que nous dans les champs, les pucerons, les chenilles, etc. Et évidemment, la majorité des grands animaux prédateurs, que sont les chauves-souris, les oiseaux, les mammifères, sont là parce qu'il y a des insectes pour les nourrir. Et d'ailleurs, tous les oiseaux, si on exclut les oiseaux d'eau et les grands rapaces, nourrissent leurs bébés avec des insectes. Qu'ils soient granivores, qu'ils soient frugivores, qu'ils soient insectivores, ils ne peuvent pas survivre sans les insectes. Évidemment, c'est des quantités de protéines, des taux de protéines extrêmement importants qui permettent, et puis qui sont très, très facilement assimilables et digestes, et qui permettent donc une croissance rapide de ces organismes. On a 2, 3, 4 fois plus de protéines chez les insectes que chez, par exemple, les poissons, qui sont les animaux les plus protéiniques qu'on mange. Alors, c'est bien plus pour le bœuf, évidemment. Bon, mais on a un petit problème, vous en avez tous conscience, vous êtes peut-être là aussi pour avoir des arguments pour porter ces choses-là au-delà des bancs de l'université. Et évidemment, les listes de causes ont déjà été répétées plusieurs fois, c'est-à-dire les pollutions tout azimut, certes les pollutions agricoles, aux pesticides, aux intrants de synthèse, aux engrais, mais aussi les pollutions industrielles, les pollutions routières, les pollutions domestiques, la pollution lumineuse, qui est absolument aussi prégnante sur la disparition, la désorientation des animaux qui vivent la nuit, la fuite, l'attraction, bref, tout un tas de modifications des périodes de reproduction, la vulnérabilité aux prédateurs, enfin on y pense pas, mais là aussi, c'est assez facile d'éteindre les lumières à pas mal d'endroits, et donc n'hésitez pas à aller frapper à la porte de votre mairie pour proposer un plan d'extinction au moins au cœur de la nuit, comme ça se fait déjà dans 6-7 000 communes sur 30 000, un peu plus de 30 000. Donc on est loin d'avoir évidemment résolu le problème, mais malgré tout, ça commence à rentrer dans la tête des gens avec évidemment ce sentiment d'insécurité qui apparaît lorsqu'on éteint les lumières sur les routes ou pour les cambriolages, et en réalité, le sentiment d'insécurité et l'insécurité sont inversement proportionnels. C'est une vue de l'esprit et les chiffres ne montrent pas du tout la même chose. Alors en troisième, j'ai mis le bouleversement climatique et j'ai mis une petite flèche, les décalés, parce qu'en fait, c'est une conséquence des 2 premières. Et ça aussi, il faut qu'on se rappelle que la Terre brûle actuellement parce que les milieux naturels sont pollués et parce que les milieux naturels sont détruits. Et donc ça devient maintenant une cause fortement aggravante qui perturbe énormément la vie des organismes sur Terre qui doivent se déplacer, comme ça a été dit, notamment par Colin, en altitude ou en latitude, pour aller trouver des optimums thermiques qui correspondent à leur espèce. Et ça devient donc une cause dramatique, accélérant l'effondrement du vivant. Là aussi, ça a été dit, la surexploitation des ressources, la chasse, la pêche, ou voire la mythologie, parce qu'on détruit encore beaucoup d'organismes par des effets d'onirisme mal placés. Et puis les espèces exotiques envahissantes, qui est un mot technique pour parler en fait des déboires de notre commerce inconsidéré, puisqu'on ne surveille pas ce qui se passe. Et la plupart des espèces, pas toutes, mais la plupart, la renouille du Japon, la jussie, le robinier, le buddleia, si je prends pour les espèces végétales, ou la tortue de Floride, le ragondin, le vison d'Amérique, si je prends des espèces animales, ont été importées volontairement et financièrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait payer la société pour les importer, les ont relâchés ou les ont laissés partir de leurs élevages ou de leur culture, et vos impôts sont là pour régler la problématique sans jamais qu'on demande à ces gens-là de mettre la main à la poche. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si on regarde cette petite publication assez synthétique de la voie vers laquelle on est parti, c'est la voie grise, c'est-à-dire grosso modo en 2100, la vie sur Terre telle qu'on la connaît, et pas la vie sur Terre tout court, mais telle qu'on la connaît et qu'on la conçoit, s'arrêtera ni plus, ni pas, tout simplement.
Donc actuellement, on commence à mettre des efforts sur la conservation, augmenter les efforts de conservation, et on voit qu'il y a un effet stabilisateur, mais que ça ne pourra pas évidemment marcher sans des efforts liés à la production, à la consommation. Et quand j'entends consommation, c'est évidemment le gaspillage, le transport, et la production, c'est évidemment l'intoxication tout azimut, notamment des agriculteurs, qui là aussi le font parce qu'on l'achète. Vous vous rappelez Coluche, il y a une quarantaine d'années, qui disait « Quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de les acheter pour qu'ils arrêtent de nous les vendre, quelle misère !» Et donc on est bien responsable de la situation, à nous de la changer. À nous de la changer, mais malheureusement, malgré les alertes répétées, de plus en plus fortes des scientifiques en rébellion même, hein, qui portent le drapeau du vivant, eh ben on se rend compte que les articles, les tribunes continuent à fleurir, et que pour autant, les mesures prises à l'échelle nationale ou aux échelles régionales ou plus locales ne sont pas du tout à la hauteur. Et vous voyez qu'il y a des résonances avec le livre de Rachel Carlson. J'imagine que c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi ce titre, hein, Le printemps silencieux de Rachel Carlson. Et vous voyez que le monde devient silencieux en parlant de la disparition des insectes, et plus récemment, un livre de Goulson. Alors on a parlé de Rachel Carlson, 62, on aurait pu parler du rapport Mido en 72, on aurait pu parler de René Dumont en 74, et je vous invite à aller voir les discours qu'il a fait le 2 et 3 mai 74, il y a donc 50 ans, c'est la veille de ma naissance, donc je ne m'en souviens pas, mais je les ai vus à la télé, et je vous invite à aller les voir et à voir à quel point on n'a absolument rien mis en place, alors qu'en fait un certain nombre de solutions étaient là, notamment sur l'eau avec son fameux verre d'eau, et qui disait que ça deviendra une denrée rare et qui posera véritablement des problèmes à l'échelle de la planète. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur le constat, l'effondrement est total, c'est terrible ce qui est en train de se passer, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de la Terre, il n'y a jamais eu une vitesse d'extinction aussi rapide, hein, comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, on estime qu'elle est 1000 fois plus rapide que la normale, c'est-à-dire qu'on estime à 26 000 espèces qui disparaissent chaque année. Donc l'urgence est absolue, et donc il va falloir y aller. Alors, petit rappel, de qui on parle ? Eh bien, on parle des insectes pollinisateurs, et les insectes pollinisateurs, eh bien, en réalité, ça vous le savez maintenant, ce n'est pas que les abeilles, ça n'est pas que l'abeille domestique, mais on a 1000 espèces d'abeilles en France, 972 sur la dernière checklist qui va sortir prochainement. Mais au-delà des 1000 espèces d'abeilles, il y a 9000 autres hyménoptères, c'est-à-dire des guêpes, des micro-hyménoptères, des ichneumons, des tentraides, enfin voilà, vous allez voir quelques photos passer. 10 000 diptères, mouches, moucherons, moustiques, tiques, cirfes, taquinaires, voilà, tout un tas de familles de diptères. 5700 papillons aussi, là ça a été rappelé, hein, 250 papillons le jour, c'est-à-dire 95% des papillons sont des papillons de nuit. Et puis les coléoptères, on a à peu près 12 000 espèces en France, avec peut-être 2 000 ou 3 000 qui vont sur les fleurs. Et donc ça veut dire au bas mot 20 à 25 000 espèces d'insectes floricoles qui vont se nourrir dans les fleurs. Et donc il y a un potentiel de pollinisation plus ou moins efficace en fonction de la biologie, de la plante, du moment de l'année, etc., etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres insectes qu'on peut trouver dans des fleurs, notamment le groupe des punaises, le groupe des thrips, qui a aussi largement été évoqué dans l'apparition des relations entre les plantes et les fleurs, les névroptères, où là aussi ça a été rappelé, notamment par Colin, les névroptères, et les perce-oreilles qui peuvent aller occasionnellement dans les fleurs, comme les coccinelles peuvent aller occasionnellement dans les fleurs, même si ce n'est pas leur nourriture principale. Quand il y a le manque de protéines, elles peuvent s'y rabattre un petit peu. Alors voilà, quelques photos, parce que quand même c'est ça, le cœur de ce métier, le cœur c'est de procurer de l'émerveillement sur la beauté de cette nature, beauté d'organismes ultra communs, normalement, c'est des choses que vous pouvez trouver de partout. Je ne suis pas sûr que vous les ayez tous vus, je ne suis pas sûr que vous les voyez dans un jardin, je ne suis pas sûr que vous les voyez dans le parc le plus proche que vous avez de chez vous, et pour autant, ce sont toutes des espèces communes à ultra communes. Eh bien, il s'avère qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont déjà menacés ou quasi menacés. Donc vous avez les grandes familles de papillons de jour, avec les pierrides, avec les papilionides, vous avez 2 fois le même, là, le macaron, avec les papilionides, avec les lycènes, qu'on appelle souvent les azurés, mais j'ai mis d'autres couleurs pour vous rappeler qu'ils ne sont pas forcément tous bleus, les hespéries, qui ont fait la jonction et qui sont les premiers papillons de jour, hein, vous voyez, qui ressemblent un petit peu à des papillons de nuit, et puis les vanesses, ou les nymphales, qui sont la plus grande famille de papillons de jour. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire la même description pour les papillons de nuit, parce qu'il y en a 5500 espèces, avec des groupes que vous pouvez reconnaître, les sphinx par exemple, les écailles. Alors l'écaille chinée qui a été citée tout à l'heure, l'écaille chinée, alors là c'est un problème de la directive européenne, où en fait on a
classé comme protégé l'écaille chinée, Euplagia quadripunctaria, et en réalité c'est la sous-espèce, je crois, de Chypre, qui est extrêmement rare, et vu que la sous-espèce n'a pas été indiquée, l'espèce est protégée, et donc vous pouvez utiliser cette espèce pour des SNIEF, pour des zones protégées, pour des zones Natura 2000, alors qu'elle est, comme vous l'avez vu, ultra abondante. Bon, ça fait partie des paradoxes, mais il n'y a pas que des papillons, il y a des mouches, des moustiques. Vous voyez, des moustiques qui sont, évidemment, qu'on connaît pour les déboires d'une quinzaine d'espèces qui peuvent nous piquer, mais tous ne piquent pas, chez les petits moustiques, comme les chironomes, ou chez les grands, comme les cousins. Par contre, se nourrissent dans les fleurs et donc ont une activité pollinisatrice, notamment sur le cacao, qui a aussi été évoqué. Vous voyez aussi d'autres familles de mouches qui sont moins connues, peut-être les bombiles. Et puis là, on tombe sur des mouches dont vous avez déjà parlé, au moins ces trois-là. Celles-là aussi, les ampidides, qui sont des mouches très importantes pour la pollinisation en altitude. Quand on monte, les abeilles sont remplacées par les mouches et rapidement par cette famille de mouches, avec les mucides également qu'on trouve ici. Et puis les cirfes, qui peuvent être des mimétiques de bourdons, qui peuvent être des recycleurs d'eau usée avec leur verre que drap, qui peuvent être des mangeurs de pucerons sous forme larvaire, qui remplissent beaucoup d'autres fonctionnalités. Et tout ça pour vous dire que quand on parle de pollinisateur, on parle de la fonction de l'adulte, de l'imago, qui va se nourrir dans les fleurs. Mais en réalité, les larves amènent d'autres fonctionnalités. Donc si vous avez des fleurs et si vous avez des milieux qui sont accueillants, vous allez faire venir des insectes adultes volants, qui une fois qu'ils vont déposer leurs œufs et que leurs larves vont se développer, eh bien vous allez avoir des prédateurs de pucerons. Vous allez avoir des recycleurs d'eau usée, vous allez avoir des commensaux de bourdons, vous allez avoir des parasitoïdes de chenilles, vous allez avoir des recycleurs de matière organique, et donc d'autres fonctionnalités extrêmement importantes qui sont apportées aussi par les fleurs. Voilà un autre groupe que vous avez aussi largement évoqué, les coléoptères, où on va trouver les cétoines, qui sont les trois bestioles du haut plus celle-là, les longicornes, avec les longues antennes, les buprestes en forme de balles de fusil, et puis accessoirement d'autres, comme les clairons, les coccinelles, les ragoniques, etc. Et un petit groupe dont on parle assez peu, les mordélides. Si vous vous baladez dans les fleurs, vous les voyez assez fréquemment. Ils ont une forme tout à fait caractéristique avec une pointe au bout des fesses et qui comptent parmi les pollinisateurs probablement très intéressants qui sont sous-estimés aussi. Évidemment, en tant que naturaliste, on a pas des préférences, mais il faut se recentrer sur un certain nombre de groupes pour être un petit peu plus compétent. Donc je peux vous parler des insectes en général et un peu plus du groupe des hyménoptères, avec ce groupe-là, pareil, qui est souvent, alors sur les fourmis, ça vous connaissez, mais souvent ce groupe-là est mis de côté, ce qu'on appelle les tentraides ou les symphytes, qui sont des hyménoptères sans la fameuse taille de guêpe, qu'il leur manque la taille de guêpe, mais qui sont toujours, quand on les trouve remplis de pollen, et là aussi, en termes d'efficacité pollinisatrice, probablement sous-estimé. Le groupe des guêpes sociales, des guêpes solitaires, des guêpes qui viennent parasiter des insectes, là ça parasite des chenilles, ça, ou bien des sphégiens, qui sont des apoïdes, comme les abeilles, et probablement à l'origine des premières abeilles, en sachant que ces bestioles-là vont paralyser des insectes, paralyser des cercopes, paralyser des chenilles, paralyser des menthes religieuses, paralyser des criquets, etc. Il y en a plus d'1 millier d'espèces, donc ils paralysent de façon assez spécifique, parfois des araignées aussi, et qui stockent dans un trou, pondent un œuf, ou dans une galerie, ou dans un nid élaboré avec de la boue, et la larve va manger les proies vivantes mais paralysées. Et donc les abeilles font la même chose, mais ont remplacé la nourriture carnée par une nourriture végétale. La totalité de l'apport en protéines pour les larves d'abeilles est issue du pollen, avec une petite exception, pour ceux qui connaissaient cette info, c'est qu'on sait maintenant depuis quelques années, c'est très récent, que les nomadas, c'est un genre d'abeilles coucou, pour certaines espèces au moins, les abeilles coucou pondent au-dessus des nids d'abeilles, la larve rentre dans le nid, tue la larve dedans, généralement avec des petites protubérances cornées sur la tête, et mange ses réserves. Et on sait que chez les nomadas, avant de manger les réserves, elles mangent la larve d'abeille qu'elle a tuée. Et donc voilà, c'est une révolution, ça ne vous choque pas, mais nous, ça nous a quand même perturbés. Le premier stade de certaines abeilles est carnivore, alors que c'était une caractéristique des abeilles d'être herbivores. Voilà, et donc ça c'est une photo, parce que je connais un peu mieux les abeilles, une image qui vous présente quelques-unes des 1000 espèces d'abeilles en France. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment de toutes les couleurs, c'est ça quand on parle de diversité, 578 espèces d'oiseaux, et vous voyez la taille d'un troglodyte et d'un vautour fauve. Eh bien c'est pareil, la plus grosse abeille qu'on ait en France, c'est le xylocope, ou les abeilles charpentières, qui font à peu près 3 cm, et la plus petite, c'est la nomioïde, elle fait même pas la taille de son œil, enfin la transversale de son œil. La largeur. Donc on a des différences aussi importantes qu'entre un éléphant et une souris. Voilà, des printanières, des estivales, des automnales, des coucous, des spécifiques, des généralistes, des altitudinales, des sudistes. Donc une grande diversité, évidemment, vous ne trouvez pas tous les oiseaux au même endroit. C'est pareil pour les abeilles.
Et je vous ai dit qu'il y avait d'autres insectes qui allaient dans les fleurs. Ça a déjà été évoqué avec les neuroptères, les hémérobes et les chrysopes. Ça a été évoqué aussi avec les punaises. Vous voyez quelques punaises là qui sont d'ailleurs pas toutes des auxiliaires. Il y en a certaines qui sont des auxiliaires, qui sont des prédateurs. Les jeunes orthoptères, notamment les jeunes sauterelles, on les trouve très très fréquemment sur les fleurs, et notamment sur les pissenlits. Vous avez là une larve de sauterelle verte. Et puis les percerailles, comme je vous l'ai dit, vous ne le saviez peut-être pas, mais les percerailles mangent des pucerons essentiellement et des petits insectes. Et on peut tout à fait les retrouver aussi dans les fleurs, à les consommer des produits sucrés et du pollen. Alors, de quoi ont besoin les insectes pollinisateurs? Comme tout organisme vivant, de deux choses essentiellement, du gîte et du couvert. Le gîte, il consiste en des espaces de refuge, des espaces de repos, alors quand il pleut, quand il neige, quand il fait trop chaud, enfin les intempéries, des espaces de déplacement, c'est corridors écologiques ou corridors biologiques, et puis des milieux propices à la ponte et à la croissance des larves. Mais également, et là aussi ça a été rappelé, des espaces de nidification, au moins pour les hyménoptères, les abeilles, les sphégiens et les guêpes qui fabriquent des nids avec des matériaux. Donc pour les guêpes sociales, il y a besoin de bois, puisqu'ils viennent chercher du bois pour faire de la pâte à papier. Pour les guêpes solitaires, un certain nombre, il y a besoin de boue, comme ça peut être le cas pour des osmies, les abeilles maçonnes. Mais parmi les abeilles, il y a les abeilles cotonnières qui ont besoin de poils récoltés sur les plantes tomenteuses pour fabriquer des nids. Il y a des abeilles charpentières qui ont besoin de bois mort. Il y a des abeilles hélicicoles qui nichent dans les coquilles d'escargots vides. Il y a des abeilles résinières qui viennent récolter de la résine sur les conifères pour fabriquer des petits nids en résine. Donc voilà, il y a besoin effectivement d'un environnement riche avec des ressources qu'on n'imagine pas forcément quand on y a mis des fleurs pour les insectes. Vous voyez que ça ne se contente pas des fleurs. Et c'est vraiment là où je veux en venir. Évidemment, une trame noire. Alors voilà, une trame noire pour vivre si on a un papillon de nuit, ça évite de tourner autour du lampadaire toute la nuit, et pour dormir si on a un animal qui vit la journée, parce que là aussi on peut être largement perturbé, et vous y compris, notamment dans la synthèse de la mélatonine, c'est le cas pour tous les mammifères qui, quand ils dorment en l'absence de noir complet, d'obscurité complète, ont un défaut de synthèse de la mélatonine qui est aussi, elle aussi, une hormone de régulation des autres hormones. Et donc de la nourriture, donc les fleurs, ok, ça vous l'avez compris, des fleurs. D'ailleurs, je tiens à vous dire que, mais ça je pense que je le redirai un autre moment, c'est que les fleurs, c'est pas des fleurs, des plantes herbacées. C'est des plantes herbacées, mais c'est aussi des arbustes et aussi des arbres. Et on néglige souvent cette composante. Là, on est en pleine floraison, pleine époque de floraison des arbustes, les premiers prunus sont déjà en fleurs. Allez voir, un prunus que vous dépliez, c'est 30 à 50 mètres carrés de fleurs. Et donc, c'est une composante largement négligée dans le nourrissage des adultes. Et si vous mettez ça en balance avec le fait qu'on a coupé entre 1,5 et 2 millions de kilomètres de haies en France, c'est-à-dire 40 à 50 fois le tour de la Terre en France métropolitaine, 40 à 50 fois le tour de la Terre d'arbustes et d'arbres, mais d'arbustes, c'est-à-dire pruneliers, aubépines, églantiers, troènes, fusains, d'arbustes à fleurs et à fruits, qu'on pouvait consommer, qui pouvaient servir aux oiseaux, qui nourrissent les pollinisateurs, qui leur servent d'espace de nidification, aux oiseaux aussi, d'espace de refuge. Bref, les solutions, en fait, nous apparaissent assez facilement. Alors, s'agissant des larves, si on veut voir ce que mangent ces drôles de bestioles qui vont donner des mouches, qui vont donner des chrysopes, qui vont donner des papillons, qui vont donner des tentraides, qui vont donner des longicornes, des cétoines ou des mouches à viande, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a des larves carnivores. Et donc, pour les larves carnivores, qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut des proies. Les cires font besoin de pucerons, les chrysopes aussi. Il y a des larves parasitoïdes, donc il leur faut un hôte. Pour les taquinaires, il leur faut des chenilles, par exemple. Pour ce petit ichneumon-là, il lui faut une larve qui se développe, le carpoclaps, une petite chenille qui se développe à l'intérieur de la pomme, vous voyez qu'il est installé sur une pomme. Et puis il y a des larves parasites ou coucous qui, elles, ont besoin du nid de l'hôte. Les chrysides, qui sont des petites guêpes dorées qui vont pondre dans les nids d'hyménoptères, ou les abeilles coucous, comme je viens de vous en parler, les bombiles aussi, ou les conops, voilà, qui ont besoin d'un hôte ou de son nid pour venir pondre dessus. Mais c'est pas tout, parce qu'évidemment, il y a aussi des larves herbivores, et vous en connaissez. Les papillons, évidemment, ont besoin de feuilles, mais de feuilles de plantes herbacées, d'arbustes, d'arbres, de mousses, de lichens, pour certains, donc même pas dans les végétaux, là on est dans une symbiose de champignons végétaux, il y a des papillons de nuit, notamment certaines lithosies, qui consomment du lichen à l'état larvaire. Et c'est valable aussi évidemment pour les tentraides que j'ai évoquées, et bien entendu pour les larves d'abeilles. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu une larve d'abeille, ça ressemble à ça, un petit asticot un petit peu rondelet, puisqu'elles consomment exclusivement du nectar et du pollen, et donc elles sont végétariennes, mais elles ne mangent pas des feuilles. Et puis des larves détritivores, c'est-à-dire qu'ils vont manger du bois en décomposition. Ça, c'est un gros mot pour dire le bois qui mange du bois en décomposition. Par exemple, les longicornes, ou les cétoines, ou bien d'autres qui vont manger des charognes ou des excréments, et qui vont donner des pollinisateurs aussi relativement efficaces. C'est ce qu'on appelle les coprophages, les charognards ou les détritivores. Alors, je n'ai pas mis tous les cycles, là, j'ai mis des cycles relatifs à des pollinisateurs. Parce qu'évidemment, dans les coprophages, il y a les bousiers, par exemple. Mais les bousiers ne sont pas des pollinisateurs. Il y a d'autres scarabées qui le sont, comme les cétoines, on l'a évoqué. Donc, si je résume, de quoi ont besoin les insectes?
de proies variées, d'espèces d'hôtes, du nid de l'hôte, de végétaux variés, de déchets. Et donc comment on fait? Vous allez répondre à tout ça à chaque fois? Vous allez réfléchir à chaque espèce? Et donc non, ce n'est pas possible. Et donc en somme, le seul moyen d'y répondre, c'est de répondre avec un ou des milieux, et des milieux interconnectés et diversifiés, c'est-à-dire reproduire cette mosaïque d'habitats et de micro-habitats. Et c'est ça la biodiversité. Puisque c'est aussi la diversité des écosystèmes, je vous disais, qui est donc le support de vie, qui va augmenter les populations. Et vous avez vu avec Emmanuel les effets de la raréfaction des populations sur la consanguinité. Et donc on est bien en relancer une dynamique à fournir des espaces avec le maximum de capacité d'accueil et d'interrelation avec les milieux adjacents qui eux-mêmes ont des capacités d'accueil. C'est pour ça qu'il va falloir négocier avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, avec votre patron, avec vos ennemis, avec qui vous voulez. Mais il va falloir négocier parce qu'en fait, un jardin qui est un petit îlot de biodiversité au milieu de rien du tout, l'effet sera très limité. Par contre, 2 ou 3 jardins qui s'organisent avec un bord de route, avec un agriculteur qui réinstalle des infrastructures agroécologiques type haies, etc., avec un parc urbain qui va être en gestion extensive, et bien là, vous avez un effet du paysage beaucoup plus important. Donc il va falloir mutualiser et peut-être sortir en termes de gestion, au moins sur ce domaine, de cette satanée propriété privée et des limites administratives que la nature ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez compris, on l'a déjà dit, hein, inverser les causes. On les a évoquées, on a vu les problèmes, il suffit de les inverser. Alors c'est facile à dire. L'avantage, c'est que c'est facile à faire. Il y en a un qui est un petit peu plus compliqué, c'est la modification profonde du système agricole qu'il va falloir accompagner, notamment financièrement, en commençant par payer décemment les agriculteurs, d'ailleurs, parce que tous ne sont pas payés comme le président de la FNSEA. Il y en a beaucoup qui ont du mal à s'en sortir à la fin du mois. Et là aussi, ça nécessite la main à la poche de la société. Et donc de réaugmenter le prix des denrées alimentaires, et donc de réaugmenter le taux, le prix que coûte, enfin en tout cas la proportion que coûtent les aliments dans ce qu'on dépense en termes d'électronique, d'informatique, d'électroménager, d'habitation, de transport, de voitures, de voyages, etc. Peut-être rééquilibrer les choses sur les éléments primordiaux. Il va falloir évidemment, ça consiste aussi à ça, hein, à modifier l'agriculture pour cesser l'intoxication des milieux. Vous avez vu, on l'a dit qu'il n'y avait pas que l'agriculture. Il va falloir évidemment désimperméabiliser tout ça, désuniformiser les milieux, c'est-à-dire remettre la terre et l'eau à l'air libre pour qu'elles puissent vivre et qu'elles puissent servir de support de vie. Éteindre les lumières, au moins en cœur de nuit, commencez par chez vous, et puis n'hésitez pas à en parler à vos voisins et à votre mère. Renaturer, végétaliser, réensauvager l'ensemble des milieux. Et l'ensemble des milieux, en fait, il y en a de partout. Et ça aussi, ça a été évoqué. Ça consiste à laisser aux autres humains, à l'échelle de la planète, et non humains, à une échelle plus locale, de la place et du temps pour vivre. Parce que ça marche en réalité, si on abandonne un terrain, cette notion de climax a aussi été évoquée, eh bien on voit que les plantes annuelles se mettent à coloniser rapidement la terre à nu, puis les bisannuelles, puis les vivaces. Et en général, quand on est à ce stade vivace, c'est là qu'on passe la tondeuse, et donc on maintient cet espace en plantes vivaces qui n'évoluent pas. Si on n'y faisait rien du tout, eh bien, en quelques années, il y aurait un embroussaillement avec l'arrivée des premiers arbustes et des sous-épineux, notamment des ronces que tout le monde exècre, et qui pourtant, d'un point de vue écologique, s'appelle la mère de la forêt ou la mère de la chênaie, puisque c'est bien là-dessous que les arbres vont pouvoir germer à l'abri de l'abrutissement des grands herbivores, et surtout recevoir un taux de matière organique important, puisque ça fait une barrière et une barrière horizontale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les forêts ne sautent pas, elles n'apparaissent pas comme ça n'importe où. Les forêts apparaissent en lisière de forêt, et la forêt avance continuellement, parce que sur une lisière, elle va perdre du bois mort, des feuilles mortes, donc des éléments qui sont gris, marron, noirs, cassants et secs. Et c'est essentiellement du carbone. Et ça, quand ça va tomber au sol et que ça va être... ça va pénétrer dans le sol grâce à l'activité biologique, ça va enrichir le sol en carbone, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est la première source de carbone sur la Terre, devant le bois, hein, devant le bois des forêts. C'est la matière organique qui est dans le sol et qui est essentiellement produite par les végétaux. D'ailleurs, comme tu l'as dit dans la leçon inaugurale, c'est 82% de la matière, de la biomasse terrestre qui est représentée par les végétaux. Donc c'est bien par les végétaux qu'on va pouvoir amener ces choses-là. Alors l'évolution vers ce climax, elle prend quelques années pour le voir évoluer, 5-10 ans, à 15-20 ans pour avoir une forêt véritablement, c'est-à-dire des arbres qui font 15-20 mètres, qui ne sont pas encore adultes, mais qui font 15-20 mètres, vous verrez des exemples en fin de présentation, et au bout de 50 ans, probablement dominés par les chênes ou par les hêtres, qui sont les plus grands arbres en fonction des milieux où on est. Alors voilà un milieu renaturé, c'est un espace qui est dans un parc de la métropole de Lyon, qui était bien pentu et que les agents avaient du mal en fait, à gérer, parce que c'est très pentu, très glissant, très sec, ça pose toujours des problèmes, donc il a été décidé de le laisser à l'abandon. Bon, il s'avère que c'est un parc très usité,
très visitée, et bien que c'est clairement la zone la plus riche en termes de biodiversité qu'on connaît aujourd'hui. Et donc on peut laisser les espèces apparaître spontanément. Voilà, on est dans la forêt de conifères, là, en dessous de la forêt de conifères, et vous voyez de l'érable sycomore, du tilleul, je vois pas, du chêne, du frêne, du buis, etc., qui apparaissent spontanément. Donc on pourrait les laisser faire, parce que bien évidemment, ce qui est apparu spontanément, c'est adapté aux conditions bioclimatiques, d'exposition, d'hygrométrie du sol, et ce n'est pas un choix tout à fait arbitraire, qui s'appelle la culture, qu'on a fait. La renaturation, c'est ne pas choisir ce qu'on va y mettre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, ça veut dire qu'il faut le mettre, c'est le titre d'un film actuel que je vous invite à aller voir, à l'abri des activités humaines, à l'abri des activités de pêche, de chasse, de prélèvement, de choix, de culture, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est vivant aussi. Et on est des animaux, et on est des mammifères. Et en fait, dans les 2 400 000 espèces qu'on connaît, il y en a une, c'est la nôtre. Et donc on a le droit aussi d'y aller. Ce qui est important, c'est de laisser la place aux autres. Alors évidemment, ces choses-là, elles se passent aussi avec les exotiques, parce qu'on a tellement importé, et notamment tellement vendu, des lentes pour le bombix de l'élante, de robiniers pour les miellés, ou de chênes rouges des marais pour l'ornement, que ces espèces maintenant se reproduisent, ou bien celles que vous connaissez plus avec le laurier amande là, qu'on commence à voir apparaître au cœur des forêts, et qui sont d'ailleurs des arbres assez intéressants quand on les laisse pousser, hein, qu'on ne les taille pas au carré. C'est d'ailleurs même un milieu tout à fait particulier, les lauracées du sud de l'Europe, où on trouve des forêts de laurier, pas de laurier sauce, hein, il n'est pas comestible celui-là, il sent l'acide cyanhydrique, le cyanure, on ne pouvait pas le manger. Mais il est tout à fait intéressant dans son milieu originel. Coupé, taillé en carré, comme ça, ce n'est pas toujours pertinent. Alors je vous ai parlé des arbustes, voilà un églantier qui commence à fleurir, un rosier sauvage, un des rosiers sauvages, et puis voilà un sureau planté, alors là, l'image que vous avez, elle est 7 ans après avoir planté une petite baguette de cette taille, une petite bouture. Donc vous voyez, ça va assez vite, c'est assez remarquable, et vous imaginez la quantité de nourriture, toutes les fleurs ne sont pas ouvertes, là, la quantité de nourriture qu'il y a, d'ailleurs que vous pouvez utiliser aussi comme tisane, comme expectorant, les fruits que vous pouvez consommer. Et évidemment, les insectes et les oiseaux s'en réjouissent de tout ça. Voilà d'autres exemples d'arbustes à fleurs, tout à fait communs, qu'on peut trouver chez nous, arbres plutôt pour le sol, mais sinon plutôt des arbustes. Bon, je vous passe les noms, je vous dirai si ça vous intéresse. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que dans ces milieux-là, que sont les bordures de haies, les ronciers, les épineux, donc évidemment, il y a beaucoup de fleurs différentes. Il y a des fruits, comme on l'a dit, mais il y a aussi des milieux un peu particuliers, avec des tiges creuses ou des tiges à moelle tendre qui peuvent être percées, creusées par les insectes. Pour là, je vous invite à lire les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre, qui décrit il y a une centaine d'années la colonisation d'un certain nombre d'insectes dans les tiges de ronces notamment. Et donc les ronciers, quand l'épareuse passe et coupe le roncier, elle ouvre une porte vers la moelle tendre qui permet à des insectes de venir s'installer dedans. Raser le roncier en plein hiver, c'est terrible, parce que vous réduisez à néant toutes les ressources de nidification qu'il y avait dans l'espace, et accessoirement la floraison hyper importante qui peut avoir lieu l'été, et qui peut représenter, notamment d'après une étude en Angleterre, jusqu'à 60% de la nourriture des abeilles mélifères au mois de juillet. Tout à fait primordial. Et là, c'était une étude sur les abeilles domestiques. Donc on y trouve plein de choses dans les haies. On y trouve des herbivores, on y trouve des prédateurs, on y trouve des super prédateurs qui finissent par perdre des poils, des plumes, des crottes, qui finissent par mourir et qui se font manger par des recycleurs. Et voilà, ça c'est un élément majeur, le recyclage de la matière organique, le dernier stade au sol qui va être pris en charge par les bactéries, par les champignons et par les micro-organismes et transformé en matière assimilable par les plantes. Hop, c'est la fin de la chaîne alimentaire, la chaîne trophique. Et donc c'est des milieux qui sont des phases qui sont extrêmement importantes. Voilà en in situ ce que donne une jeune haie champêtre plantée et ou laissée en libre évolution, en sachant que lorsqu'on parle d'une haie, évidemment, en écologie, c'est ça. Ce n'est pas une ligne de cyprès, de thuya, d'éléagnus ou de laurier amande monospécifique taillée au carré. Ça porte le même nom, mais ce n'est pas du tout une haie. Une haie, c'est une structure arborée de 20, 25, 30 mètres parfois de haut, avec des arbustes, 3 à 7 mètres de haut, avec évidemment et des plantes herbacées, donc les 3 strates principales, et la 4e qui est la strate mucinale au sol, où on va trouver les mousses, les champignons, les pierriers, les mares, etc., le bois mort, et qui vont fournir des éléments de refuge, de nidification, de nourrissage, de repos à toute une faune extrêmement importante qui est en voie de perdition. Et même en ville, on peut tout à fait, même si on est adepte de la taille, fabriquer des haies avec des arbustes et des arbres indigènes. Et c'est le cas dans cet exemple-là, où toutes les espèces d'arbres et toutes les espèces d'arbustes là, sont tout à fait indigènes et locales, mais sont travaillées comme des espèces ornementales et remplissent donc la double fonctionnalité ornementale et biologique. Alors c'est vrai qu'en termes de à quoi ça sert ces fameuses haies, vous voyez qu'à proximité d'une haie, la quantité de rosée augmente.
ce qui est intéressant pour garder de l'eau pour les plantes. L'humidité du sol augmente aussi, encore plus intéressant. L'évaporation chute et la vitesse du vent est cassée. Donc on a évidemment tout intérêt à avoir des haies. Pourquoi? Pour protéger les gens, ou bien leur maison, ou bien leur culture, ou bien leurs animaux domestiques, ou bien fournir du bois, comme on l'a fait pendant des siècles, notamment en taillant, et notamment en produisant les têtards, les trognes, ou bien fournir des fruits, fournir des champignons, etc. etc. Et là, c'est sans parler, évidemment, des qualités biologiques et écologiques des haies. Alors, s'agissant des plantes herbacées, pareil, il va falloir qu'on dédie des zones et qu'on les conserve à long terme pour qu'elles puissent redevenir des prairies anciennes, dont il existe, on a vu dans un colloque récent sur les pollinisateurs et la pollinisation, qu'il existait moins d'1% de prairies anciennes. On parle beaucoup des forêts anciennes, mais rarement des prairies anciennes. Et les prairies anciennes, en fait, ont une charge en micro-organismes incroyable. Le sol, les fleurs, les insectes sont plus chargés en bactéries et en micro-organismes. Et donc, leur système immunitaire est plus efficace. Ça vous rappelle les relations avec le microbiote, le biofilm, toutes ces choses aussi qu'on évoque depuis un certain nombre d'années? Eh bien, c'est valable pour la vie sauvage aussi. Donc voilà quelques exemples de prairies en Auvergne, en bord de route. On n'aurait pas besoin de semer, pas besoin d'y mettre les mains. Il y a juste besoin de faucher et exporter, mais je vais vous raconter ça. Voilà une petite prairie en talus, magnifique, juste en dessous de chez moi. Magnifique, je la vois régulièrement, sauf que régulièrement, en passant, je me dis que, il n'a toujours pas compris comment on gérait. Donc ça, c'est un petit problème. Le gyrobrailleur, quand il passe là-dessus, ça détruit toutes les plantes, toutes les ressources, tous les nids sont aspirés. Enfin, c'est terrible, 2 à 3 fois par an. C'est assez terrible, mais pourtant, nul n'est prophète en son pays. Donc je déménage. Et des prairies dans des parcs publics, une prairie urbaine, cette prairie, la prairie de Varennes, était tondue 8 à 10 fois par an. Tondue. Aujourd'hui, elle est laissée en libre évolution, avec des chemins qui sont tracés, alors à la tondeuse, pour que les gens puissent marcher pieds nus, etc., pour les emmener au pied des arbres, se reposer, manger, faire ce qu'ils ont à faire, très bien. Mais en réalité, il n'y a aucune nécessité de couper les 15 ou 20 hectares de la prairie. Et donc à contre-saison, plutôt quand la saison est avancée, en fauchage tardif, il y a l'essentiel de la prairie qui est faite avec une large bande herbacée comme zone de refuge qui est maintenue. Idéalement, il faudrait le faire en 2 ou 3 fois, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais c'est déjà tout à fait intéressant, c'est que 90 ou 95% de la prairie est maintenue. Et donc les ressources de fleurs, certes, mais de feuilles, de branches, de refuges, etc., sont aussi là, parce qu'il faut des zones tondues. Sinon, les hérissons, ils ne peuvent pas manger, les crapauds non plus, et les crapauds, ils ne peuvent même pas voir leurs femelles. Donc il en faut, ça fait partie des modalités normales. Quand un troupeau de aurochs se baladait il y a 12 000 ans et prenait une partie de la prairie et partait, il a pris une partie de la prairie, pas toute, et il l'avait rasée. Donc s'il l'avait rasée, c'est que cette modalité existe, et donc c'est une niche écologique. Et donc, il y a des organismes adaptés à ces modalités. Donc les différentes modalités d'herbes tondues, d'herbes hautes, sont intéressantes, même d'un point de vue hygrométrique. Sur un champ de blé en plein soleil, en plein été, au mois de juillet, il fait environ 30% d'hygrométrie, 25-30% d'hygrométrie en haut, presque comme dans le Sahara. Alors qu'en dessous, au pied, il fait 70% d'hygrométrie, presque comme dans une forêt tropicale humide. Donc vous voyez l'effet prégnant des végétaux et à quel point ça peut jouer encore plus pour des petits animaux qui ne pèsent pas 70 kg, ils ne font pas 1,80 m. Rieux-la-Pape, qui n'est pas forcément connu pour ses belles prairies, vous voyez ces belles prairies florifères remplies de fleurs, remplies d'insectes, en tout cas c'est incroyable, en plein milieu urbain, avec une fauche avec exportation. Parce qu'évidemment, vous ne le savez peut-être pas, mais 97,5% du poids sec d'une plante, c'est 4 atomes. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et ça, c'est les gaz environnants. C'est pas ce que vous leur donnez à manger, c'est pas ce qu'il y a dans le sol. C'est le CO2, c'est l'eau, c'est l'oxygène, et c'est l'azote, c'est 79% de l'atmosphère. Évidemment, il leur faut des bactéries pour fixer l'azote atmosphérique et le transformer en nitrate assimilable, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on leur donne à manger. Donc il va falloir exporter, parce qu'à partir de ces gaz environnants, elle fabrique de la matière, la plante. Donc si on broie sur place, la matière rentre dans le sol, et donc le sol est plus riche l'année N+1 que l'année N, oui. Et donc à force d'enrichir le sol, et notamment d'enrichir le sol en matière verte, en matière azotée, on fait disparaître les fleurs, et au profit des plantes nitratophiles, qui aiment le nitrate. Les graminées, vous allez les reconnaître, les orties, les chardons, les rumex, les grandes ombellifères blanches, et voilà. Et donc ce sont ces plantes qui apparaissent, et regardez, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont plus de 40 ans, vous l'avez probablement vu, les bords de route et les bords d'autoroute étaient des champs de fleurs avant. Cherchez-les maintenant. C'est des zones vertes qu'avec des graminées. Pourquoi ? Parce qu'à force de broyer sur place, on a enrichi le sol en azote et les graminées peuvent vivre toutes seules. Alors que les graminées est une famille, les graminées, les poacées, c'est une famille de plantes modernes qui vit grâce aux légumineuses,
au trèfle, aux vesses, aux gesses, qui fournissent de l'azote, qui stockent l'azote dans des nodules racinaires et qui permet aux graminées de pousser. Donc sans légumineuses, les graminées ne peuvent pas pousser. Oui, mais si vous mettez de l'azote dans le sol, elles n'ont plus besoin de légumineuses. Et donc on a fait des champs d'herbes au lieu d'avoir des champs de fleurs. Ce qui est quand même terrible, et c'est ce qui commence à se passer dans les jardins. Donc préférez la fauche plutôt que la tonte, parce qu'évidemment, les organismes ne sont pas broyés par un truc qui tourne à 300 tours minute. Là, ça fait tomber les organismes. Alors évidemment, on peut faucher avec de la mécanique, on peut faucher avec une moto-faucheuse, donc éviter les tondeuses, évidemment. Et si vous le faites avec un appareil mécanique, préférez la fauche centrifuge. Vous partez du centre et vous évacuez les animaux vers l'extérieur. Quand vous avez ce genre d'outils, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, c'est un bon moyen de vous y remettre. On propose, nous, de la formation à ça, parce que les maux du siècle, c'est la sédentarité, le mal de dos et l'obésité. Voilà un bon moyen de lutter contre ces trois maux. Et oui, ça étire les disques intervertébraux, ça vous permet de faire de l'activité. Moi, je ne connais pas une activité où vous suez le plus, en même temps, c'est au mois de juin qu'on le fait, et puis vous bougez. Donc, ça vaut le coup de s'y remettre. Alors, les milieux pierreux, pionniers, sablonneux, exposés, sont aussi extrêmement importants, notamment pour ceux qui vont s'installer dans le sol, qui vont installer leur nid dans le sol. Et là, vous avez des images d'une petite prairie à Besançon, qui est remplie de cette petite abeille. Alors là, quand on nous présente ça, on nous dit il y a une ruche qui a dû se casser, qui a dû tomber. Alors, pas du tout, c'est une des 1000 espèces d'abeilles sauvages qui ressemble un petit peu, c'est vrai, quand on ne la connaît pas, qui ressemble un peu à l'abeille mellifère, et qui fait des bourgades, parce que la plupart des abeilles sont solitaires, mais il y en a qui se réunissent en bourgade, et là vous avez deux modalités, modalité maison individuelle, comme ici, là, chacun a son petit terrain, et modalité appartement. Quelques espèces qui ont une entrée commune et des appartements séparés, mais toutes les femelles défendent le nid complet. Et puis le niveau le plus connu, c'est le niveau social, où c'est organisé en colonies, avec des colonies où la pondeuse est assez similaire, mais un petit peu dominante, et d'autres où la pondeuse est très différente, et là c'est le cas des bourdons et des abeilles mellifères. Et donc, dans le sol, quand on a affaire à ces sols, pour la plupart des espaces verts et des gens, s'il n'y a pas de végétaux, c'est un échec. On a raté. En réalité, non, je vous le redis. Si une zone est piétinée abondamment, notamment par un troupeau de rocs, on revient avant la sédentarisation, là, il y a 12 000 ans, et qui plus est, dans une zone inondable, comme c'est le cas ici, ou comme c'est le cas ici, là, dans le parc de la Fessine à Villeurbanne, une zone inondable qui est au bord du Rhône, au bord des champs captants, quand la terre est humide, elle est tellement, en fait, quand elle est compactée, ça provoque la pénétration de l'eau en force dans le sol, ça évacue l'air et ça fabrique des pseudoglets. Et donc les plantes ne peuvent plus germer parce que la terre est devenue extrêmement dure. Par contre, il y a des organismes qui sont capables de creuser dedans. Vous voyez les petits trous là? Vous les voyez mal? Ils vont apparaître parce que j'ai pris quand même le temps de les cocher. Donc chaque petite croix, c'est un nid de l'asioglossum, et les deux grandes croix là, qui sont ici et je ne vois pas le deuxième, là-haut je crois, ouais, c'est des nids d'Halicte d'escabius, une espèce tout à fait commune, voilà, donc voilà les nids de l'asioglossum, donc ça ressemble pour la plupart des gens à des fourmis volantes, c'est des petites abeilles tout à fait communes dont il existe 70 espèces, 90 espèces en France, et l'Halicte d'escabius qui est une espèce aussi tout à fait courante qui niche aussi dans les sols. D'autres zones sablonneuses qu'on a eu tendance à évacuer, enlever le sable, et puis ramener de la terre et engraisser, parce que quand même, il faut qu'on puisse cultiver tout et n'importe quoi, n'importe où, je vous invite à les conserver, voire à les refabriquer. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'aller piller une sablière pour fabriquer votre petit terrain chez vous. Par contre, la première chose que font les humains en arrivant sur un territoire, c'est araser le terrain, c'est-à-dire éliminer les accidents de terrain. C'est quand même dommage, parce que les accidents de terrain, les trous, les bosses, les pierres, les bois morts, etc., c'est ça qui sert de micro-habitat à des plantes, qui sert d'espace de nidification, de refuge, de repos à une faune diversifiée. Donc il va falloir ressalir les habitats, recréer des trous, redéposer des pierres, redéposer du bois mort ou arrêter de le débarder. Tout ce genre de choses qui est une évidence dans la nature parce que c'est comme ça que ça fonctionne et qui n'est pas du tout une évidence pour l'homme et surtout l'humain moderne occidental où tout doit être propre, maîtrisé, l'héritage de l'hygiénisme, là on va plus à Paris, il suffit de traverser le périph', et vous en avez quand même des beaux exemples juste avant le périph'. Voilà donc un sandarium, c'est un espace de sable, les zones de refuge ou les zones de nidification ou d'hivernage que sont les tas de bois. Ça ne coûte rien, mais évidemment, quand un arbre tombe, vous imaginez qu'il n'est pas transformé dans les semaines qui suivent dans la nature. Nous aussi, on le découpe en petits morceaux, et puis on en fait soit des tas, qui peuvent être conservés par les naturalistes, c'est le cas ici, soit ils passent à la cheminée où ils ont une utilisation. Mais ils n'ont pas vraiment de valeur en tant que tel. Pour autant, voilà un arbre soi-disant mort, qui est en réalité plein de vie. Vous pourrez retrouver, si vous voulez ça, ces dessins et tout plein d'autres dans le bouquin Auprès de mon arbre,
qui a été réalisé par Serge Hens pour Arbres et Paysages du Gers, et qui montre un peu, de façon schématique et de façon assez humoristique, que ce qu'on appelle quelque chose de mort ou de quasi-mort, en fait, est une source de vie pour d'autres organismes extrêmement différents, parce que là aussi, la notion d'habitat pour les petites bêtes, c'est pas la même. Une forêt de chênes, c'est l'habitat d'un cerf. Vous voyez tous les cerfs, on ne voit plus beaucoup. Un seul chêne, c'est l'habitat parfois de 300 à 400 espèces d'insectes, qui ne se croisent pas. Il y en a qui vivent le jour, la nuit, le matin, le soir, sous les feuilles, sous les fleurs, dans les fruits, sous les écorces, dans les racines, en automne, au printemps, en été. Donc voilà, c'est ça la diversité. Et la diversité des habitats et des micro-habitats pour les petites bêtes n'a rien à voir avec ce qu'on peut considérer pour nous. Donc ne négligeons pas les tas de foins. Si vous fauchez, il va falloir faire quelque chose de vos foins. Et vous les empilez sur une branche. Vous les empilez comme ça à 2 mètres de haut. Et vous allez voir au printemps suivant, quand vous l'avez fait à l'été, au printemps suivant, hop, ça fait plus que 80 cm de... C'est incroyable. Et ça libère de la matière carbonée dans le sol. Parfait pour fabriquer et faire germer des arbres derrière. Parfait. Ou bien pour vous en servir pour pailler le potager, etc. Donc tout ce qui est compost, ce qui est tas de feuilles, ce qui est matière en décomposition, sont des éléments tout à fait importants pour la conservation de ces espèces, mais aussi pour la conservation de l'eau. Parce que l'eau, ça a été dit, ce n'est pas encore un vrai problème ici. En réalité, voilà la Terre qui fait 6000 km de diamètre. L'océan le plus profond sur la planète, à la fosse des Mariannes, 11 km sur 6000, 1/600. C'est-à-dire que l'eau sur Terre, c'est la couche d'eau sur la toile cirée. Ça, là, cette boule, c'est tous les océans et les mers de la planète. Cette petite boule-là, c'est toute l'eau douce, gelée, au pôle et sur les glaciers. Et la petite boule-là, qui est à peine plus gros que le point vert, vous le voyez, pas tous, au fond, vous ne devez pas le voir, c'est toute l'eau douce libre. Les lacs, les mares, les étangs, les nappes phréatiques, les rivières, les fleuves. Donc l'eau, c'est extrêmement rare sur Terre. C'est extrêmement rare. Et donc, il va falloir la préserver, et notamment arrêter de la balancer dans les égouts. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Vous vous rincez les mains, il n'y a rien dedans. On pourrait arroser les plantes, arroser le potager, on pourrait tout faire avec. Qu'est-ce que ça fait? Ça part à la poubelle. On urine, enfin vous, ça m'arrive aussi, de déféquer et d'uriner dans de l'eau potable. Oui, parce que c'est interdit d'avoir de l'eau non potable, sinon un enfant peut aller boire dans les toilettes. Enfin, on lui apprend à ne pas traverser la route, à ne pas sauter les escaliers, donc à un moment, il va falloir leur apprendre à ne pas boire dans les toilettes. Il y a des illogismes, quoi. L'eau avec de l'urine, c'est stupide. Il faudrait mieux mettre de l'urine dans de la matière carbonée, parce que le carbone et l'azote, ça fabrique de la terre. Allez voir ce que font les paysans dans les étapes depuis des générations et des générations. Et donc il va falloir qu'on traite, sans mauvais jeu de mots, ce problème des excréments et qu'on arrête d'avoir peur de déchets, des crottes et des morts. Parce que là aussi, on est la seule espèce qui s'est extrait de son cycle en fin de vie. Alors tout au long de sa vie en mangeant des conservateurs, du coup on n'arrive plus à être dégradé dans le sol, et qui s'est extrait de sa vie en se mettant dans une petite boîte en bois et hop, dans une boîte en béton. C'est dommage, parce que c'est de la matière perdue, quoi. C'est quand même dommage. Donc il y a des projets comme ça, d'humusation, ça va mettre un petit peu de temps dans la société. Peut-être il va falloir des changements de génération pour accepter ça. Mais c'est important de se considérer comme vivant, et donc à un moment mort, parce que c'est la dernière phase de la vie, ça n'a rien d'extraordinaire. Je ne dis pas que j'ai envie de mourir, ça viendra un jour. Donc il va falloir récupérer l'eau, sous forme permanente, sous forme temporaire, pour, comme je l'ai dit, rendre l'eau à l'air libre pour les animaux, rafraîchir l'environnement local. L'évaporation du sol, au-delà de l'évaporation des plantes, est importante aussi, et puis réduire l'engorgement des réseaux et les inondations en aval, par exemple, en construisant... Alors des mares, c'est le plus simple, les compensations dont on a parlé, c'est une grosse blague, quand on détruit une zone humide, c'est fini, jamais on la reproduira. Quand on détruit des arbres gros comme ça, jamais on les remplacera avec des trucs comme ça, parce que c'est ça qu'on fait. Alors si, à attendre 40 ou 50 ans. On ne les a pas. Donc c'est une blague. Alors une mare, c'est assez facile à reproduire. Voilà une mare fabriquée dans un centre social à la Sauvegarde, Lyon 9e, et la voilà 6 mois après, sans que je l'ai touchée. Je suis juste revenu 6 mois après faire une photo, et la voilà 1 an après. Donc ça va vite, c'est efficace, c'est magnifique, et c'est gorgé d'individus, parce qu'évidemment, les espaces qui manquent le plus attirent le plus efficacement et le plus rapidement les bestioles qui en dépendent. Et les zones humides, c'est à hauteur de 70% en France qu'on les a drainées, 85% au niveau de la planète, selon l'IPBES. Et accessoirement, c'est un espace de découverte pédagogique juste fabuleux. Alors, quelques constats, quelques pistes d'action. Constat, on a parlé des murs verts, donc qui sont simplement infranchissables pour tout. Généralement, d'ailleurs, ils sont doublés d'une barrière, histoire que si vraiment ils forcent, ils se retrouvent bloqués. C'est un vrai problème.
Mais c'est un vrai problème pour les animaux. Vous avez une barrière à maille petite, les hérissons ne passent pas. Vous avez une barrière à maille toute petite, les mustélidés rentrent, hop, et après 2 tours sont bloqués. Et vous les retrouvez séchés comme ça, en forme de S. Alors évidemment, c'est les naturalistes qui vont les fouiller, qui vont les trouver. Hein. C'est pas chacun qui s'en rend compte. Malheureusement. Parce que si les gens se rendaient compte qu'il y avait des hermines et des furets coincés, enfin des putois, la forme sauvage, dans sa barrière, peut-être qu'ils la couperaient. Et là aussi, c'est facile. Si vous voulez vraiment empêcher les humains de passer, vous pouvez laisser ça, pourquoi pas. Mais surtout couper régulièrement en bas pour laisser des passages. Et sinon, oubliez les barbelés, oubliez les barrières métalliques, et puis faites des barrières en épineux. Ça marche tout aussi bien. On peut empêcher les vaches de passer, et je vous promets que si les vaches passent pas, les humains passent pas. Quitte à les tresser. Hein. Alors oui, des gens qui me disent, oui, mais avec un sécateur, c'est facile. Oui, avec une pince coupante, une pince Monseigneur, c'est encore plus facile, une barrière. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on peut avoir des barrières, si vraiment on a besoin de se protéger des autres, avec autre chose que de l'artificiel, du plastique et du métal, qui est extrêmement délétère pour les animaux. Je suis sorti un petit peu des pollinisateurs, là. Mais bon, si on revient aux pollinisateurs, ces espaces de jardins minéraux interdits en Allemagne, tiens, voilà une idée intéressante, on devrait peut-être suivre les bonnes résolutions de nos voisins, interdit de faire ça, avec en plus une espèce qui est invasive, on commence à la voir germer régulièrement dans les trottoirs, etc. Donc elle va rentrer dans les listes invasives, elle sera bientôt interdite de plantation, mais aujourd'hui il y a des gens qui vous les vendent et qui vous les installent dans les jardins. Des espaces qui ressemblent à des déserts, c'est dommage, hein, parce que si on avait laissé monter ça, il y aurait eu plus d'évapotranspiration, plus de photosynthèse, plus de rafraîchissement. Si on avait laissé monter ça, il y aurait eu des abris, des espaces de refuge, des espaces de nourrissage, ça n'existe pas. Et généralement, on plante des arbres qui sont bien grands, dont on a coupé 80 à 90% du système racinaire, pour vous le vendre bien grand, parce qu'on veut quelque chose de grand et tout de suite visible. Si on plante un arbre comme ça n'a quand même pas de sens pour un humain, il faut quand même planter un arbre. Alors ça peut coûter 2000, 3000 francs, 3000 euros. Pardon. 3 000 euros, non, c'est parce que c'est énorme, 3 000 euros, donc je me suis dit c'est peut-être en francs, non, c'est bien 3 000 euros, pour mourir dans les 5 à 10 ans suivants, parce qu'il est déjà atteint d'une maladie mortelle, il a des ouvertures qu'il ne pourra pas réparer, il a des agressions micro-organismes contre lesquelles il ne pourra pas se défendre, mais comme il vit beaucoup plus longtemps que nous, il a une période de latence, et donc au bout de 5, 10 ou 15 ans, on va l'enlever en disant c'est la faute au changement climatique ou c'est la faute au camion qui est passé après. Mais jamais on se remet en question sur les conditions de plantation. Qui plus est, quand on l'a planté dans une prairie. Alors je vous ai expliqué qu'un arbre, ça ne poussait pas dans une prairie, là vous le savez tous. Un arbre, ça pousse dans une forêt. Vous le savez tous. Et une forêt, c'est quoi? C'est un ensemble d'arbres. Un arbre, c'est grégaire. Ça vit avec des arbustes, il n'y a jamais d'herbe à son pied. Quoi. Il peut y avoir des plantes herbacées de sous-bois, du lierre, de la pervenche, des cils, il peut y avoir tout un tas de plantes herbacées. Très bien. Il y a des arbustes aussi. Mais il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de graminées, ou elles sont extrêmement rares, il n'y a pas les tapis de graminées en tout cas. Donc d'autres fausses idées ou idées reçues, les mélanges de fleurs exotiques, de fleurs modifiées, les hôtels à insectes, c'est quand même d'une indécence, mais c'est sans nom ça. Vous imaginez qu'on a nettoyé des hectares, on a débardé du bois mort, on a détruit les pierriers, on a nivelé les sablières, et qu'est-ce qu'on fait? On leur file 3 bouts de bois dans une étagère? Non mais sérieux quoi. Et ça, c'est un faire-valoir pour ceux qui veulent continuer à faire la même chose en réalité. Il y a des communes ou des collectivités ou des entreprises qui font exactement le même ravage sur leur espace vert et qui vous disent « Ah, mais on a mis un hôtel à insectes quand même. » Ouais, avec généralement des diamètres qui ne correspondent pas. Et puis, grosso modo, on va attirer 3-4 espèces d'abeilles sur les 1000, 0,3%. Les espèces les plus communes, c'est un peu comme si on installait des nichoirs tiens, pour les Parisiens, à corbeaux et à pie. C'est pas ce qu'il y a de plus utile. En plus en créant des modalités de promiscuité qui accélèrent les transits de maladies, de prédateurs, etc., puisqu'on modifie les conditions normales. Et puis voilà, le fleurissement, je ne m'exprime même pas là-dessus. Et puis les ruches, donc là aussi, il y a un vrai problème. Ce n'est pas les ruches, ce n'est pas les abeilles de ruches, mais c'est le fait d'en mettre 50 ou 100 au même endroit qui pose un problème. La moitié sort butinée, 40 à 50 000 abeilles, jusqu'à 80 000 avant l'essaimage, mais on 50 000 abeilles, la moitié 25 000, fois 100 ruches, vous savez le nombre d'abeilles que ça fait. C'est-à-dire que d'instantanément, la nourriture a été spoliée, il n'y en a plus pour les autres. Et du reste, les études montrent clairement que les pollinisateurs, et les abeilles en particulier, à proximité d'un rucher, sont malades, petites, peu abondantes et peu diversifiées. Et si on s'éloigne du rucher, on retrouve un niveau normal. Donc ça devrait quand même nous donner une réponse assez claire. Mais comment on faisait avant? Il y avait beaucoup plus d'apiculteurs, beaucoup plus de ruches. Et elles étaient dispatchées. Chaque ferme avait 3-4 ruches, et donc il y en avait sur tout l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, avec la spécialisation, l'ultra-spécialisation, la productivité, la rentabilité, vous reconnaissez ces mots qui nous ont amenés dans le mur, et bien aujourd'hui, on fait du poireau, ou on fait de la pêche, ou on fait de l'abeille. Et si on fait de l'abeille, on ne peut pas avoir 2 ruches, ni 3. On en a 200 pour un mi-temps, ou 400 pour un plein temps, ou 1000 si on a des salariés. Et donc on ne va pas les dispatcher par groupe de 5. Évidemment, le modèle ne correspond pas. Donc la réponse est facile. L'adaptation ou la mise en route n'est pas très compliquée, pas très aisée. Les bleuets
C'est une espèce qui a été en voie d'extinction, ça a été dit, hein, qui est extrêmement attractive pour beaucoup d'insectes, mais nous, en fait, comme on ne se contente pas de ce que fait la nature, on l'a trafiqué. Voilà, donc on a sélectionné un truc avec un bras dans le dos et on l'a fait reproduire avec une femelle qui avait le bras dans le dos, 2 générations, hop, loi de Mendel, les caractères sont fixés, le bras dans le dos, tout le monde là. 2 à 3 rangées de pétales. Alors, ce n'est pas des pétales, c'est des fleurs ligulées. Bon, je passe, on ne fait pas de la botanique, je laisserai Emmanuel le faire la différence. Et puis, on en a fait des rosets, des bleus foncés, des blanchets, enfin, de toutes les sortes. Mais évidemment, si vous forcez par sélection variétale à fixer une tare, donc des organes de façon surnuméraire, il y en a d'autres qui sont moins importants en quantité ou en qualité, notamment le nectar et le pollen, quand il est encore accessible. Parce que regardez les chrysanthèmes, à quoi ça ressemble dans la nature. Regardez ce qu'on en a fait dans les cimetières. Regardez, toutes les roses de la planète ont 5 pétales. Regardez ce qu'on en a fait. Là, les soucis, les insectes, ils aiment bien. Là, ils ont un peu plus de soucis à trouver le nectar et le pollen parce qu'ils n'ont juste plus accès aux pièces florales, aux pièces sexuelles. Et puis les œillets d'Inde et les roses d'Inde, je ne sais même pas si vous saviez à quoi ça ressemblait dans la nature. Terrible ce qu'on a fait. Donc ça peut provoquer d'autres... Alors, je reviens 2 minutes là-dessus, pour vous dire qu'en introduisant des espèces exotiques, c'est pas trop le problème là, mais ça pouvait être le problème avec d'autres, parfois le bouquet floral peut ressembler à quelque chose que l'abeille connaît, donc elle vient pour le butiner, elle le prend, elle le stocke, elle nourrit ses larves avec, mais s'il est carencé en un acide aminé, elle ne peut pas le savoir, elle n'a pas fait d'analyse chimique. Donc elle nourrit ses larves avec un aliment qui est insuffisant, et ces larves meurent sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et ça, il nous faut 2-3 ans pour tester une variété. Ils en sortent des milliers chaque année. On ne peut pas suivre. Donc l'idée, ce n'est pas de toutes les éliminer, mais c'est de réduire leur surface pour augmenter les espaces de vraies fleurs. Donc ça, c'est pour faire joli si vous voulez devant votre maison, mais ce n'est pas de la nature, et ce n'est pas à répandre de façon outrancière. Et sinon, on a des exemples. On introduit l'onagre rose en Europe, qui vient d'Amérique du Nord. Le morosphinx américain, un autre macroglossum, il rentre et il sort rapidement de l'onagre. Chez nous, il a une trompe un peu plus épaisse, il rentre et il se retrouve bloqué, donc il n'arrive pas à sortir, il meurt pendu par sa trompe. C'est le cas aussi de Dipladenia, un mandélia, avec cette petite anthophore à pattes plumeuses, là, qui est morte. Elle est morte, coincée par sa langue. Et donc c'est ça aussi, c'est pas très grave ça par rapport à ce que je viens de vous dire, mais qui peut exister. Donc l'idée, c'est de transformer, je vous invite à aller voir ce petit recueil fait par FNE, tout à fait pertinent sur zéro pesticide pour ma copro-écolo. Bon, le titre peut faire peur à certains. Voilà, on est un peu dans des copros de Elvire tout ce qui pousse. C'est-à-dire très morne, gris, avec des gens qui fument et puis des gens qui dépriment. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de transformer tous ces espaces, là, les jardins, les résidences, les cours d'école, les cours d'entreprise, espaces verts d'entreprise, en une copro de LA la main verte. Et vous voyez qu'en fait, on est sur le même espace, avec les gens sont tout à fait beaucoup plus heureux. On a, sur un même milieu, la capacité d'accueillir énormément de formes de vie qui aussi, on l'a dit, sont importants pour notre santé physique, mais notre santé morale aussi, psychique aussi. L'agressivité, la prise de médicaments, la rechute, la rémission, tout ça, c'est corrélé à la quantité de nature qu'on voit. On est des animaux, je vous rappelle, on est vivants. Si on laisse faire, je vous l'ai dit, ça s'embroussaille petit à petit et ça va vers un bois. Donc si vous devez buissonner ou emboiser quelque part, laissez faire les choses ou accompagnez-les en déposant du carbone pour accélérer cette vitesse de germination des arbres. N'empêche pas qu'on peut y poser des graines. Si vous devez gérer des zones herbacées, ne coupez pas tout d'un coup. Sinon, instantanément, vous supprimez les ressources alimentaires, les espaces de refuge, instantanément. Et soit les animaux meurent, soit les animaux partent, s'ils en ont la capacité. Et donc ça veut dire différencier dans l'espace et dans le temps. On ne peut pas se contenter de fauches tardives. Là, de plus en plus, on dit « Ah oui, mais moi je fais déjà de la fauche tardive. » Oui, ok, d'accord. Donc ça veut dire que c'est bien pour ceux qui commencent, mais ceux qui sont à la fin, ils n'ont plus rien. Et donc ce qui est important, c'est de faire de la fauche différenciée. De faucher en 2 ou 3 zones. C'est très schématique, là, pas besoin que ce soit aussi régulier que ça, au contraire. Mais pour toujours avoir une zone tondue, une zone moins tondue et une zone en fleurs. Et les faire tourner, par exemple, très tôt dans la saison, mars-avril, tard dans la saison, à peu près en juillet, et un peu plus tard encore en octobre avant qu'ils rentrent en hivernage. Et là, on aura toujours ces différences de zones qui permettent d'avoir différents milieux et, surtout, et en plus d'étaler la floraison. Parce que ceux qu'on aura coupés tôt vont fleurir plus tard que leur espèce normale. Et ça, je vous rappelle que ça reproduit une modalité normale, celle des aurochs qui rentrent dans une clairière et qui mangent une partie de la clairière et qui partent. Et donc ils vont revenir 2 mois après, ils vont manger la partie qui a monté. Et donc provoquer ces décalages de floraison aussi. Donc voilà, grosso modo, une zone en fauche tardive, très bien. On peut avoir une zone qui est tondue plus fréquemment, on peut avoir une zone praticable proche de la maison ou proche de la route, mais ça, c'est des espaces qui sont indispensables et qu'on peut partager efficacement, et on va le voir à quelle surface.
Donc des plantes locales, si vous devez en prendre, allez les récolter. Si vous devez les acheter, il y a un label qui est fait pour. Je saute ça parce que j'ai perdu un petit peu de temps, donc je saute les exemples de plantes, mais en fait, il suffit d'ouvrir n'importe quel ouvrage de botanique, c'est pas compliqué. N'hésitez pas à provoquer vos mairies pour qu'elles découpent des morceaux de trottoir pour y implanter des plantes. C'est pas ce qui va sauver la planète, mais ça participe à la vision, à la réintroduction et à l'omniprésence de la nature. Si on a des milieux très pauvres, très secs, très chauds, eh ben, il y a des plantes adaptées, ça peut être des plantes de garrigue, hein. Les lavandes, les romarins, les thym, les hélicrises, les isopes, et ça, il faut les planter dans du terreau. Hein. Le terreau, c'est pas fait pour eux, c'est fait pour les plantes qui ont besoin de nourriture. Eux, ils vivent, allez voir dans quoi ils vivent. Dans de la terre extrêmement pauvre, sablonneuse, sèche. C'est ça qu'il leur faut. Il leur faut de la terre dégueulasse. Et donc, on a des espèces qui sont adaptées à ces milieux. On peut aussi laisser les murs vivre. Avant, on mettait un coup de glyphosate, un coup de tondeuse là, un coup de glyphosate ici, un coup de broyeur ici, il n'y avait plus rien. C'est dommage parce que c'est 3 milieux totalement différents et complémentaires. On peut faire des muréans circulaires si vous n'avez pas la place, qui permettent de fabriquer un microclimat chaud et sec, plus ou moins frais, humide sur le bas, et qui permettent de planter des aromatiques dans un milieu très restreint en bénéficiant des pierres qui ne sont non fixées, hein, elles ne sont pas cimentées, donc ça fait plein d'espaces de refuge pour l'hiver, pour l'été, pour la nidification, etc. Et plein de nourriture, avec un désherbage manuel des herbes entre les arbres aromatiques. Le désherbage manuel va faciliter l'accès à la terre des espèces fouisseuses, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. L'eau, récupérée là, avec des noues qui peuvent être enherbées, qui peuvent être plantées, qui peuvent être des jardins de pluie, qui peuvent être des mares, qui peuvent être des mares même temporaires, puisque les mares temporaires existent dans la nature, donc c'est une modalité qui est nécessaire à l'accomplissement du cycle de certaines bestioles, qui ne peuvent d'ailleurs pas vivre dans des mares permanentes. Ce n'est pas les mêmes organismes. Et puis les débris végétaux, ne les exportez plus. Gardez-les. Gardez-les absolument. Et faites le test. Faites le test de mettre 2 mètres de branchage dans un coin du jardin. Ça va être terrifiant. Et vous allez voir à quelle vitesse ça diminue. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas me croire. Faites-le et on en reparle dans un an. C'est incroyable. Et c'est ça, là c'est une solution facile. Je vous demande de gagner du temps et de l'argent, de ne pas les emmener à la déchetterie et de ne pas utiliser de l'essence, des gaz à effet de serre. Alors qu'en réalité, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ça part au broyage, donc il faut des grosses mécaniques pour broyer tout ça, et ensuite on fait des gros tas de poudre qui montent à 70 degrés, dans 70 degrés tout meurt, sauf 2 familles de bactéries thermophiles qui vont transformer cette matière organique avec 60 à 70% de la matière qui part en gaz à effet de serre. Bravo, on a vraiment tout réussi. Pour nourrir quoi? Les plantes. Et en fait, on ne nourrit pas les plantes. On doit nourrir le sol. Et en déposant la matière au sol, on a les vers de terre, les colamboles, les acariens, les cloportes, les bactéries, les champignons qui vont décomposer tout ça, le faire pénétrer dans le sol, créer des galeries, créer des trous, distribuer la matière, distribuer l'air, permettre à l'eau de se déplacer et nourrir les plantes. C'est le dernier truc. Ce n'est pas le premier. On ne chante pas tout ça. Quelques illustrations pour finir. Où est-ce qu'on va faire ça? Dans les jardins. Les jardins privés en France, c'est 1 million d'hectares. Et 1 million d'hectares, c'est presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles françaises. Donc ça veut dire que si on rend 1/4 de son jardin, on double la surface des réserves naturelles. Voilà un jardin, vous verrez les photos avant sa renaturation. 1 millier d'espèces présentes dedans. Tout n'est pas inventorié. Je suis incapable de tout faire. Donc tout ce qui est là, c'est tout présent dans le jardin, c'est tout pris dans le jardin. Et donc voilà des exemples d'un jardin, petit jardin, un jardin de 500 mètres carrés, ou avec une maison assez grande. Si on garde un espace d'ornement et de production de 250 mètres carrés, on peut facilement rendre le quart sans que ça lèse. Rendre le quart à la nature sans que ça lèse nos activités. Mais il y a des gens qui ont un terrain de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, ils peuvent même rendre 50% du terrain, ça ne leur changera pas la vie. Et il y a des gens qui ont un terrain de 2000 mètres carrés d'ailleurs. Donc là, il ne faut pas qu'ils hésitent à rendre les 2/3 du terrain, sans que ça leur change la vie. Et j'en fais une dernière. Il y a des gens qui ont un terrain de 4000 mètres carrés. Il ne faut pas qu'ils hésitent à rendre 80% du territoire. On peut les retrouver. Hein. Et là, je parle évidemment des jardins privés. Mais il n'y a pas que ça. Les résidences, les campus, les hôpitaux, les casernes, les bords de route, les bords de champs, les échangeurs. En fait, il y en a de partout, des millions d'hectares. Quand, sur un espace tondu, la seule personne qui passe, elle pousse une tondeuse, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de gestion. On tond là où les gens se reposent, où les gamins jouent au ballon, là où on fait le pique-nique, là où on a un intérêt. Si c'est juste faire marcher des gaz à effet de serre pour couper l'herbe en petits morceaux qui va dégager du CO2 et du méthane en tas, encore pire, un gaz 30 fois plus réchauffant que le CO2, ça n'a pas vraiment de grand intérêt si c'est pour maintenir une activité économique délétère. Donc voilà, les espaces de production, les espaces d'industrie, les espaces de stockage ressemblent à ça, avec des zones très arborées, tondues en permanence, donc ravagées en permanence,
pour un usage finalement assez limité, parce que très peu de gens y vont, alors qu'on pourrait facilement, en réalité, rendre cette partie-là qui n'est pas usitée à la nature et faire exploser la vie. Si vous avez un potager, sortez du potager conventionnel, hein, où là, vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire. Je passe le diaporama à qui veut pour le lire tranquillement. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est résumé dans ce... Alors qu'en fait, un potager, ça devrait ressembler à ça, quoi, à peu près tout l'inverse. C'est foisonnant de vie. Et je vous garantis que c'est beaucoup plus résilient, beaucoup plus stable et beaucoup plus productif comme ça. Les jardins, aujourd'hui, ressemblent un peu à ça. C'est propre. C'est un vrai jardin, je ne l'ai pas construit. Là. Tout à l'heure, je l'ai construit, mais là, je ne l'ai pas construit. Donc, il n'y a rien. Hein. Il y a de l'herbe, il y a un arbre exotique, il y a une haie exotique, il y a un peu d'arbres fruitiers. Voilà, bon, c'est assez limité. Et je vous montre un jardin transformé en 10 ans. Voilà. Là, il y a 1 millier de mètres carrés tondus à ras, un forsythia, donc une olée assez exotique, aucun intérêt pour les insectes, et un pêcher rempli de champignons qui est mort dans les 2 ans. Voilà ce que ça donne en 10 ans, si vous laissez un peu de place et de temps à ce qui nous entoure. Je vous montre les autres faces de la maison. Plein sud, plein cagnard, intenable les premiers étés. Maintenant, tranquille, elle est à longue peinard. Elle est gérée climatiquement par les végétaux. L'arrière de la maison, elle est plus sympa comme ça. Et puis, on s'est même fait chez le voisin. Hop, chez le voisin, on a démonté ça là, pour remplacer par un petit nichoir à chauve-souris, un petit gîte à chauve-souris. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, voilà, pour finir, dernière image de la maison, on peut transformer un espace minéral dépourvu de vie. Ah, l'inventaire, il a été rapide. Hein. Il y avait 3 bourdons sur les quelques fleurs de trèfle, il y avait 2 oiseaux qui passaient en l'air. Là, c'est 50 espèces d'oiseaux, on est à 90 espèces d'abeilles, c'est 50 espèces de papillons, 15 espèces de mammifères, 5 amphibiens, 4 reptiles. C'est le délire. C'est le délire. Et les habitats collectifs, parce que tout le monde n'a pas une maison. Donc là aussi, qui marche ici, là? Personne. Si, le mec qui a la tondeuse. Bon, pourquoi c'est pas ça? On pourrait facilement partager avec les autres. Et donc, pour résumer, on a produit pas mal d'outils, notamment cette petite web-série avec 2 acteurs de Kaamelott, Jacques Chambon et Franck Pittiot, qui jouent respectivement Merlin et Perceval, et qui jouent dans 6 petits épisodes de moins de 2 minutes. Donc, ouais, c'est pas fait pour vous, parce que vous êtes plus que sensibilisés si vous avez passé 8 heures de cours ici, mais passez-le à vos voisins et vos amis les moins sensibilisés. C'est un moyen de rigoler et d'aborder tout un tas de thématiques qu'on a abordées là. D'ailleurs, je vais vous en présenter un. Pour aller un peu plus loin, on a fait des films avec des paysans. En 2020, comme on a été bloqué comme tout le monde, par le Covid, on a été obligé d'arrêter les formations. On a demandé aux financeurs de faire des films. Donc, on a fait 5 petits films de 5 à 12 minutes sur ces thématiques-là. Et vous pouvez aller voir, ils sont tout à fait destinés aux jardiniers. Et on a produit un petit guide, Pollinisation, qui consiste à analyser, de façon tout à fait d'observer la présence ou l'absence d'éléments dans son jardin. Et pour vous le présenter, je ne vais pas moi vous raconter les choses, mais je vais laisser Merlin le faire. Il le fait beaucoup plus efficacement. Il faut 30 minutes, pas pour la vidéo, 30 minutes pour faire le diagnostic. Et voilà en 2 minutes la présentation de ce petit guide où tout est disponible en ligne et gratuitement, bien évidemment. Oh, Jean-Phi! Ah oui, j'arrive. On avait bien dit 9h, non? Oui, mais j'étais absorbé. Absorbé par quoi? Par ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le diagnostic pollinisation édité par Arthropologia. Ça sert à quoi? Ça sert à savoir où en est ton jardin en termes de biodiversité et d'accueil des pollinisateurs. Il est très bien, mon jardin. Hein. Il y a des fleurs, de l'herbe, des arbres, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oh là là, attends, c'est pas si simple que ça. Hein? Quelles fleurs, quelle herbe, quels arbres? Quoi, une fleur, c'est une fleur. Pour une abeille, qu'est-ce que ça change? Ça change tout, justement. Puis il n'y a pas que les abeilles, il y en a plein d'autres, des pollinisateurs. Ça m'a l'air bien compliqué, ton truc, là. Compliqué? Tu rigoles? Attends, il suffit juste de répondre aux questions. C'est comme un test dans un magazine. Ah ouais, mais si les réponses sont mauvaises, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise note. Il n'y a pas de mauvaise note. L'idée, c'est de t'aider à comprendre ce que tu peux améliorer. D'accord, mais améliorer quoi? J'ai pas envie de tout chambouler. Je l'aime bien, moi, mon jardin. Mais il n'est pas question de tout chambouler. Le plus souvent, la solution, c'est justement de laisser agir la nature. Parce que la nature, elle ne nous a pas attendus. Tu vois, une herbe un peu plus haute, des branches mortes laissées au sol, c'est pas grand-chose, mais ça change tout. Et c'est long à remplir, ton truc? Une demi-heure. Et on le trouve où, ce diagnostic? Ici, j'en ai pris un pour toi. Une demi-heure, tu dis? Ouais. Ça tombe bien. Pourquoi? Parce que c'est pile le temps que je vais te mettre dans la vue sur la sortie d'aujourd'hui. Allez, roule, ma poule! N'oublie pas de fermer la bouche, tu vas avaler une abeille. Voilà.
Eh bien, ce diagnostic existe aussi en application. Alors, c'est terrible hein, pour les naturalistes d'avoir à faire des applications pour que les gens le prennent en main. Mais on nous a dit, ah, mais ça marchera bien mieux si c'est accessible sur un portable ou sur une tablette. Bon, on l'a fait. Ça nous a coûté de l'argent et du temps, mais on l'a fait. Et donc, tout est disponible en ligne. Vous avez les QR codes. Vous pouvez retrouver tout ça. On a même sorti un petit podcast sur les insectes et les auxiliaires avec baleines sous gravillon. N'hésitez pas à aller sur le site. Vous aurez tous ces outils et n'hésitez pas à les diffuser. Je conclus par, on ne va pas y arriver tout seul. Ça ne suffira pas la salle qui est là. Ça ne suffira pas les chercheurs, ça ne suffira pas les naturalistes. Il va falloir qu'on infléchisse le modèle dominant avec ce fameux point de rupture, hein, ce rapport de force qu'il faut. Il ne faut pas 50%, mais 7, 8, 10% de la population motivée. Ne croyez pas qu'un petit nombre de gens motivés soient incapables de changer profondément la société, parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas de moi, c'est de Margaret Mead, une ethnologue du 19e siècle. Et donc c'est comme ça qu'on peut y arriver. Il va falloir prendre vos bâtons de pèlerin et y aller. Et aller voir les agriculteurs, les gestionnaires de parcs, de bords de route, d'espaces verts d'entreprise, les jardins résidentiels, copropriétés, on en a parlé, les pieds d'immeubles, les jardins privés évidemment et les jardins partagés. Tout le monde a un rôle à jouer et doit le jouer. Donc les 10% à retenir de cette présentation, c'est qu'il va falloir qu'on arrête de polluer parce que même si on augmente les espaces protégés, à un moment s'ils sont pollués, ça ne marchera pas. Donc on ne peut pas faire sans, et c'est probablement la première mesure, étant donné qu'il y a déjà des efforts de conservation qui ne sont insuffisants, certes, mais c'est la première mesure, sortir des pesticides avec un plan clair. Conserver et protéger l'existant, parce qu'on ne remplira jamais les mêmes fonctionnalités en les réparant et en compensant. Déminéraliser, désuniformiser, recréer la mosaïque d'habitat, gérer le sol et l'eau, notamment en les protégeant et en les nourrissant. Végétaliser en masse ou laisser pousser, c'est encore mieux, et gérer de façon différenciée dans l'espace et dans le temps. Connecter ces milieux et finalement leur laisser et nous laisser, parce que je le répète, nous sommes vivants, un peu d'espace et de temps pour vivre. 2 phrases pour conclure. Une citation de Robert Hannard. Un jour viendra, et plutôt qu'on ne le pense, où le degré de civilisation se mesurera non à l'emprise, mais à la quantité et la qualité, à l'étendue et à la sauvagerie de nature qu'elle laissera subsister. Voilà un naturaliste suisse qui, il y a une 50aine d'années, prédisait le monde dans lequel on est. C'est une plus-value réelle pour l'humanité et pour la planète que d'avoir de la nature omniprésente autour de nous. Il va falloir y aller franchement. Et puisqu'il faut laisser la parole aux jeunes, parce que c'est à eux qu'on est en train de laisser ce monde, je me suis quand même permis de rajouter un peut-être, parce que quand on commence à douter, il est peut-être encore temps, mais il va vraiment falloir y aller maintenant. Sur ce, je vous remercie de votre attention.